Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de discuter du lieu de la recherche. Donc, on a du matériel empirique à mettre en discussion avec vous. De la manière dont les professionnels, les conseillers d'orientation se saisissent des occasions de collaboration interprofessionnelle pour prendre du pouvoir sur l'organisation de leur travail et des services d'orientation au sein de leurs établissements. Quelques éléments de problématique. D'abord, Emmanuel et Frédéric ont un peu mis la table. Il y a des exigences de collaboration interprofessionnelle dans le milieu scolaire avec les réformes. Collaboration interprofessionnelle qu'on a définie comme une activité de travail collectif entre professionnels de disciplines différentes vers des buts déterminés entre eux à travers des interactions et des fonctions définies conjointement. Donc, avec les réformes, de plus en plus de pression pour pratiquer la collaboration interprofessionnelle. Ça s'est vu notamment pour les conseillers d'orientation de deux manières. Ça s'est décliné de deux manières. D'abord avec l'approche orientante, l'école orientante, qui visait à décloisonner les pratiques d'orientation et à faire de l'école dans son ensemble une école orientante. Et donc, ça dépossède en quelque sorte, ou ça décloisonne l'activité d'orientation. Et les plans d'intervention qui sont maintenant mis en œuvre, ça a été évoqué comme mode de coordination des interventions auprès des élèves en difficulté, auxquels référait Céline, les EHDAA, élèves handicapés en difficulté d'adaptation et d'apprentissage. Et pour les conseillers d'orientation, c'est ajouté à la fin des années 2000 des responsabilités légales. Ils se sont vus réserver des activités spécifiques. Donc, ils sont les seuls désormais à pouvoir évaluer en orientation ces élèves vulnérables, EHDA, donc sont appelés à collaborer dans les plans d'intervention. Or, on en sait peu sur comment ça se déploie dans le réel. Ce qu'on sait sur l'activité d'organisation du travail des CO, d'abord, on a montré qu'ils étaient, comme beaucoup de professionnels, très affectés par la rationalité économique qui se déploie dans le système scolaire, rationalité instrumentale aussi. Ensuite, au niveau de l'organisation du travail, j'ai pu documenter une dynamique de souffrance identitaire de métier, c'est-à-dire le sentiment pour les conseillers d'orientation de ne pas retrouver leur métier dans leur activité de travail au quotidien. Et ce qu'ils souhaiteraient faire, finalement, c'est de l'intervention auprès des élèves, de l'intervention directe auprès des élèves, mais aussi la collaboration, le rôle conseil fait aussi partie des activités qui sont désirées. Et leur quotidien du travail est plutôt, de manière générale, attitré à des tâches d'information scolaire et professionnelle et à de la gestion du cheminement des élèves. Donc, pas de contact nécessairement direct avec ces élèves. Et donc, devant cette souffrance-là, ce que j'ai pu documenter, c'est deux grands types de stratégies. Des stratégies d'adaptation défensive, donc, où les conseillers vont s'adapter à l'organisation qui les déprofessionnalise. Donc, ils ne vont pas intervenir sur l'organisation du travail, d'une part. Et d'autre part, des stratégies qui cohabitent, mais des stratégies de protection du métier. Donc, les conseillers d'orientation vont tenter justement de prendre du pouvoir sur l'organisation de leur travail pour pouvoir incarner leur métier, pour pouvoir exercer leur métier. Et enfin, ce qu'on a pu documenter aussi, c'est une relation avec les autres personnels qui est très importante dans leur activité désirée. Et on va voir aussi, on va le voir dans les résultats, que ce sont aussi des relations qui sont d'une importance stratégique. Or, on en sait peu sur la manière dont la collaboration interprofessionnelle atterrit dans le quotidien des CO, mais on peut supposer, c'est l'hypothèse qu'on défend, que c'est une source de reprise de pouvoir d'agir sur l'organisation de leur travail. Donc, le cadre théorique qu'on mobilise, Simon en a parlé ce matin, mais ça conçoit vraiment le travail pas à l'extérieur des humains, mais comme une activité centrale pour leur développement. Et la clinique de l'activité qui a été mobilisée, on conçoit que les connaissances sont produites en transformant et en mettant en débat l'activité de travail. Donc, vraiment l'idée développée par Claude, notamment de transformer pour comprendre. On va considérer qu'il y a un écart entre le travail prescrit et le travail réel. Dans le travail prescrit, il va y avoir des différents éléments comme les exigences, description de tâches, des procédures, des outils qui s'inscrivent dans une organisation du travail. Le réel de l'activité va toujours dépasser le travail prescrit, notamment par la créativité et l'ensemble des bricolages que font les travailleurs pour se mesurer au réel. Donc, ils vont réaliser une activité concrète, mais il va toujours aussi rester une activité qui est non réalisée, notamment une activité qui est souhaitée, une activité qui est aussi empêchée. Donc, dans leur pouvoir d'agir, il y a toujours, entre ce que je fais et ce que je voudrais faire, il y a toujours plusieurs développements possibles.
Puis le sens de l'activité, ça va être aussi le rapport que le sujet va instaurer entre les autres actions possibles. Donc, ce que je fais, est-ce que ça a un sens pour moi? Est-ce que ça me permet aussi de créer un lien entre les autres activités que je souhaite développer par la suite? Donc, et si cette activité-là a plus de sens, qu'elle est affectée négativement, ça peut avoir des impacts délétères à la fois sur la santé et le travail. Puis l'efficience, ça va plutôt être l'accomplissement que je vais avoir à réaliser dans la mise en œuvre de l'action. Puis le rapport entre sens et efficience va être associé au pouvoir d'agir, puis au fait de pouvoir considérer aussi que je fais un travail bien fait. Donc, est-ce que ce que je choisis comme tâche, que je choisis comme dans l'action concrète, ça a un sens pour moi, puis est-ce que j'éprouve la qualité du travail bien fait? Donc, on en a parlé à différents moments ce matin du travail bien fait, puis de la possibilité de pouvoir justement éprouver ce travail-là bien fait. Puis, ça se réalise dans une organisation du travail qui implique une division sociale et technique de ce travail-là. Donc, on s'est intéressé notamment aux actions d'advocacy. On a parlé de démocratisation, on a parlé de pouvoir agir peut-être à un niveau parfois politique sur le travail aussi. Donc, en lien avec le colloque, pour s'assurer de la possibilité de faire dans l'organisation du travail, de réaliser un travail bien fait, ça demande parfois des actions d'advocacy à l'échelle collective et subjective. Donc, l'advocacy, c'est un mot qui est plus ou moins traduit en français, mais on va parler de défense des droits. C'est un peu un statement aussi de le mettre comme ça. Donc, c'est une compétence clé qui se déroule avec et pour les gens, donc qui permet de soulever des perspectives critiques par rapport au travail. Puis ça requiert parfois de faire des pressions, de militer dans le cadre de son travail auprès des décideurs. Puis ça peut être des décideurs à différents paliers hiérarchiques pour s'assurer en faveur d'une cause sociale et professionnelle juste. Mais c'est aussi dans le cadre du travail où on fait une activité avec et pour autrui, de s'assurer d'avoir des conditions de travail qui nous permettent, par exemple, d'offrir un service de qualité, un accompagnement de qualité aux bénéficiaires de notre travail. Voilà. Donc, la méthodologie qui est utilisée, ça s'inscrit dans la grande nébuleuse de la clinique de l'activité. On a réalisé notamment une méthode d'instruction au SOSI auprès de 4 groupes, mais les résultats qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est un groupe en particulier. Donc, c'est un groupe de 9 conseillères d'orientation en milieu scolaire au secondaire. La méthode d'instruction au SOSI, rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple, je demande à Simon, je dois remplacer Simon demain matin de manière incognito. Bon, déjà, il y a quelques difficultés que vous pouvez voir, donc, je dois lui demander qu'est-ce qu'il fait dans son travail, c'est quoi sa tâche de professeur d'université, comment il va rentrer le matin en ayant le plus de détails possible, mais aussi, il va me dire ce qu'il fait, mais surtout aussi à qui il ne faudrait pas que je passe, ce qu'il ne faudrait pas que je fasse, ce que je voudrais faire, ce que je pourrais faire, mais que je suis empêchée de faire. Puis, le rôle du chercheur, ça va être par ces questions, de résister au récit préformaté de la personne sur son travail. Donc, de l'amener à décrire de manière un peu plus fine le type d'action et d'opération qu'il fait dans son travail. Ensuite, une fois qu'il y a une première partie qui est faite, il y a un retour au collectif pour poursuivre l'instruction. Donc, là, c'est les pairs qui vont poser des questions et qui vont poursuivre cette instruction-là. Ça permet une mise en discussion du métier et des règles de travail bien faites. À la suite de ça, il va y avoir la rédaction d'un commentaire, le verbatim. Dans ce cas-ci, c'est nous qui avons tapé le verbatim. Dans le fond, a été remis aux personnes qui avaient fait l'instruction pour qu'ils rédigent un commentaire à partir de cette instruction-là. Ça permet d'envisager des alternatives d'action, de prendre conscience aussi parfois des contradictions dans son activité et d'être affecté différemment. Donc, ensuite, il y a un retour en groupe qui est fait en commentaire et le cycle d'action est repris 3 fois jusqu'à la fin.
OK, on a organisé la présentation des résultats de 3 manières. D'abord, on a identifié qu'est-ce qui fait problème dans l'organisation du travail pour le groupe qu'on a analysé, donc aux sources de l'écart entre le travail prescrit et le travail réel. Ensuite, on va vous montrer comment dans l'activité, ils se saisissent des occasions de collaboration interprofessionnelle pour reprendre du pouvoir d'agir. Et on terminera par une présentation des actions transformatives sur l'organisation du travail qui ont commencé à émerger. Le problème au départ, c'est une méconnaissance, une connaissance partielle des directions de leur travail de CO et aussi d'un descriptif organisationnel de ce qu'ils devraient faire qui est très large, très général, relativement flou. Ce que ça amène, c'est des possibilités inégales dans les milieux d'exercer des activités réservées par la loi dont je vous ai parlé tout à l'heure, certaines étant carrément empêchées. Ça amène également une confusion des rôles avec notamment les conseillers en information scolaire et professionnelle, avec les techniciens en organisation scolaire qui s'occupent des aspects administratifs du cheminement et aussi une confusion avec les directions adjointes. On est aussi dans un contexte qui a été relevé par les conseillers d'insistance de la part du groupe professionnel, notamment de l'ordre professionnel, à prendre la place dans les activités réservées. Or, ce que les CO nous ont dit, c'est qu'ils sont plutôt surpris et déçus d'avoir à se battre, finalement, pour faire ces activités-là. On vous présente 3 portraits, peut-être 2, on va voir. Le premier, c'est celui de Régina. Donc, c'est une des instructrices. On a défini la présentation des résultats toujours de la même manière. D'abord, les pratiques et les occasions de collaboration interprofessionnelle pour Régina sont axées sur l'information et le cheminement scolaire. Donc, elle collabore en classe avec les enseignants, d'une part, elle collabore aussi avec la direction sur les cheminements scolaires. Et il y a un enjeu de coacher discrètement les directions, de pouvoir les aider dans leur travail. Le sens de son activité par rapport aux autres possibles, elle dit elle souhaiterait davantage développer le côté clinique, d'accompagnement dans son métier. Et elle souhaiterait être sollicitée davantage dans les plans d'intervention dont je vous ai parlé tout à l'heure, des élèves vulnérables. Ce qu'on a repéré comme principe d'efficience, pour Régina, c'est caractérisé par le respect, la reconnaissance et la complicité avec les autres. Donc, de créer une alliance avec les personnes, de gagner leur confiance, de saisir les opportunités dans ces relations-là, de créer des failles pour faire avancer les dossiers, d'agir stratégiquement, à la fois individuellement et collectivement, et d'être présente physiquement dans les lieux communs de l'école pour adresser les demandes en personne. Donc, ça fait partie de ces stratégies. Parmi les enjeux qui se dégagent en lien avec le développement du pouvoir d'agir, ça prend du temps, mais c'est ça la clé. Constance, répétition vis-à-vis du rôle, revendiquer, se vendre, se battre. Donc ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Elle va dire, après ça, on fait tout en notre pouvoir, mais on va laisser la décision aux personnes impliquées. Ça fait partie des enjeux qui sont importants selon elle. Et finalement, elle reconnaît qu'à son étape de carrière, avec l'expérience qu'elle a, elle peut se permettre de donner son opinion, ce qui ne serait pas nécessairement le cas pour quelqu'un qui a peu d'expérience ou qui est dans des conditions de travail précaires. Donc, son activité souhaitée et entravée, c'est d'être sollicitée par la direction pour les suivis d'élèves en difficulté. Elle nous dit « Je choisis mes batailles et j'ai d'autres chats à fouetter actuellement, mais c'est sûr que si j'ai une opportunité de le nommer, ça se peut que j'arrive à un moment donné et que je dise à ma direction adjointe « Coudon, je réalise que cette année, on ne s'est pas rencontré du tout avec des cas d'élèves problématiques. Les as-tu faites les rencontres? » C'est sûr que la démarche d'aujourd'hui, le SOSI, m'amène à réaliser qu'il faudrait que je le nomme. Donc ça, c'est l'ordre de l'instruction au SOSI. Et elle nous revient à la rencontre suivante et elle dit « Je me suis servi un petit peu de la stratégie que je disais la dernière fois. Une stratégie, c'est d'utiliser le cas de l'élève. J'ai fait ma nouille sympathique et j'ai dit « Cet élève-là, il est parti, mais j'en ai pas entendu parler. J'ai juste su par la secrétaire qu'elle était désactivée, j'ai su qu'elle s'inscrivait aux adultes. Et puis moi, là-dedans, la directrice lui répond « J'ai même pas su moi-même. » Donc, ça m'a permis, c'est ça, normalement, je suis interpellé, on s'entend bien. Donc, ça fait en sorte qu'elle a pensé, la directrice, à moi, avec l'autre élève, et j'espère que ça va continuer ainsi. Donc, un autre cas, c'est celui d'Alexis. Alexis, il travaille plutôt à la formation générale des adultes. Lui, la collaboration, elle s'articule beaucoup autour des processus d'aide en orientation. Donc, lui, il fait l'activité qui est souhaitée par la majorité des conseils d'orientation. Il va articuler sa collaboration pour le soutien et le maintien scolaire des adultes, avec Emploi Québec, avec des institutions du secteur de la santé ou encore avec des organismes communautaires.
Il a une bonne expertise, bonne reconnaissance de son expertise professionnelle dans son milieu de travail. Il a un rôle clair. Il réalise l'activité réservée d'évaluation en orientation. Donc, il voit qu'il a un peu moins besoin d'advocacy professionnelle dans son école. Par ailleurs, pour lui, dans le sens de son activité, faire de l'advocacy sociale pour s'assurer qu'il y a un accès au service des élèves, ça pour lui c'est très important. Et il va jouer un rôle aussi pour soutenir le groupe de CO, pour s'assurer de faire de l'advocacy professionnelle peut-être en dehors de son école. Donc, il y a aussi la qualité de la relation, c'est vraiment quelque chose qui est très central pour lui. Et il voit la rigueur comme moyen de favoriser la reconnaissance de son travail et de la profession. Donc, il crée des liens de confiance, il établit sa crédibilité par sa compétence, puis il nous décrit de manière assez précise comment il grade ses différents dossiers pour les défendre, et il se dit plutôt à l'aise dans les jeux politiques. Donc, vous allez voir un peu dans l'extrait qu'on a mis. Donc, il y avait une activité qui était souhaitée et entravée, un groupe d'orientation crédité. Donc, il me dit à moi, qui est la chercheuse qui l'écoute, si je le remplace demain, je peux mettre en œuvre des stratégies d'advocacy. Donc, comme l'année passée, il y avait un agent, il ne voulait pas qu'on mette un code de cours pour les groupes d'orientation, un code de cours crédité là, à l'éducation des adultes, parce que selon l'agent, une fois que tu es à l'éducation des adultes, ton choix d'orientation devrait être fait. Donc, ce que tu as fait, tu as sollicité une rencontre avec le chef d'équipe, tu as préparé une présentation avec les constats de la recherche, l'orientation des adultes sans diplôme. Puis d'entrée de jeu, tu as dit que cette recherche-là était financée par le ministère de l'Emploi. Il parle à une personne du ministère de l'Emploi et par le ministère de l'Éducation. Donc, l'autre personne a dit « bang ». Ça, c'est une des peurs dans le groupe pour dire que ça a été une bonne stratégie. Donc, tu as eu une écoute. Je pense que c'est ça tes stratégies. Il faut que tu sois proche de la recherche. Tu as des bons contacts avec les chercheurs, avec le ministère, ce qui fait en sorte que quand tu portes tes dossiers, tu peux t'appuyer sur tes connaissances scientifiques. Puis, généralement, ça aide à ta crédibilité. Pas tout le temps, mais ça aide. Donc, il présente un petit peu. Rapidement, Natacha, pour elle, c'est plus difficile un peu de mettre en œuvre les stratégies d'advocacy, puis de défendre sa place dans les différents lieux de l'école. Ce qu'elle va nous dire, c'est qu'elle y va un peu avec parcimonie, elle suggère des choses et surtout, elle se rend indispensable dans l'école. Donc, elle s'assure d'être à tous les comités. Elle dit, quand ils vont me voir, je présume qu'ils vont penser à moi. Donc, elle est là tout le temps, partout, puis elle y va doucement. Puis, sur certains enjeux, je vais prendre la dernière partie. Ses pairs lui suggèrent aussi qu'il va y avoir de la collaboration dans la planification des services d'orientation et que ça pourrait être un temps pour elle de prendre davantage sa place, de dire ce qu'elle veut faire dans son école. Ça fait longtemps qu'elle est dans cette école-là. Donc, vraiment pour qu'elle puisse s'affirmer, elle a beaucoup de soutien dans le fond du groupe pour aller dans ce sens-là. Donc, certaines actions qu'on voit qui ont été menées avec une visée transformative sur l'organisation du travail, le fait de discuter de leur activité de travail en groupe, d'abord, il y a une certaine forme d'impuissance sur des enjeux communs qui a été identifié, qui a été signifié aussi à l'aide des instruments langagés qui ont été discutés dans le groupe. Le fait de pouvoir, ils ont été impressionnés par toutes les stratégies, le réel de l'activité, toutes les stratégies qui étaient mises en œuvre par leurs pairs. Puis, ça a généré aussi des affects de voir qu'il y avait toujours à répéter la pertinence de leur profession. C'est quelque chose qui était au départ assez décourageant, mais qui a finalement amené une élaboration collective d'actions pour dépasser ces situations-là d'entrave. Donc, dans le groupe, ils se sont dit, on ne peut pas tout prendre en même temps, ce qu'on est en train de se dire nous aussi. Donc l'idée, c'est vraiment de dire, on va sélectionner des objets principaux sur lesquels on veut collectivement agir. Donc, ils ont décidé de monter un dossier pour défendre la possibilité de faire l'évaluation du retard mental à la commission scolaire. Donc, ils travaillent ensemble pour monter ce dossier-là. Ils travaillent aussi ensemble
avec les directions d'école, parce qu'ils ont eu beaucoup d'empathie aussi sur le contexte des directions d'école qui changent tout le temps. Fait que c'est pas parce qu'ils veulent pas qu'ils connaissent pas leur travail, mais c'est plus parce que ça change beaucoup. Donc, ils travaillent avec leur direction pour créer un référentiel de compétences qui part de l'activité qu'ils ont discuté ensemble, plutôt qu'une description très vague qui ne permet pas à la direction de bien comprendre. Alors, en conclusion, au cours du dispositif de recherche, il y a eu prise de conscience de la pluralité des stratégies, Patricia vient de le dire, pour être efficient dans le travail, ou efficient au sens de la clinique de l'activité, on s'entend, pour mettre en valeur et protéger le métier. Il y a eu également des prises de conscience de l'activité souhaitées, mais qui sont empêchées. Le dispositif a permis aussi des apprentissages et semble progressivement restaurer la capacité à affecter et à être affecté là, dans le développement de la puissance d'agir. Il y a eu conscientisation à l'effet que les personnes à statut précaire ne sont plus seules pour mener des luttes qui sont difficiles. Donc l'effet du dispositif, ça a été ça entre autres. Et se sont saisis des occasions de collaboration interprofessionnelle pour justement revendiquer la possibilité de faire du travail bien fait. Et ce qu'on a vu, c'est que ce dispositif-là, c'est un peu ce qu'on a essayé de montrer, a redynamisé le collectif, justement, le lien entre la capacité d'être affecté et d'affecter le monde pour finalement réaménager les jeux de pouvoir, la distribution du pouvoir entre eux-mêmes comme professionnels et l'organisation dans laquelle ils s'inscrivent. Voilà.